Bonjour à tous. Donc, j'ai le plaisir de vous retrouver puisqu'hier j'étais déjà parmi vous donc pour une session organisée par la Caisse des dépôts dans le cadre du Printemps de l'économie 2020. Donc, peut-être juste un petit rappel. Je suis Isabelle Laudier, responsable de l'Institut pour la recherche, et nous sommes grands mécènes du Printemps de l'économie, ce qui nous permet chaque année d'organiser des sessions sur des sujets qui nous sont chers. Donc, dans le cadre du thème de l'année, guerre et paix, il nous a semblé qu'il y avait un sujet majeur à discuter dans le cadre de ces débats, qui est celui du changement climatique. On parle d'ailleurs de lutte contre le changement climatique. Donc, je pense qu'on est complètement dans le cœur du printemps de l'économie en parlant de climat. Alors, on va orienter plus particulièrement cette session sur les enjeux d'adaptation. Alors, en fait, quand on parle de lutte contre le changement climatique, on parle souvent de réduction des émissions à effet de serre. Effectivement, c'est un axe essentiel et il faut pas du tout arrêter de chercher à réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais il y a aussi la question de l'adaptation, c'est-à-dire que des évolutions malheureusement sont inéluctables et il va falloir s'y adapter. Donc qu'allons-nous faire dans les territoires quand nous aurons quelques degrés de plus, quand nous aurons des inondations, de la sécheresse, etc. Donc le but de cette discussion, effectivement, c'est de voir quels sont ces risques physiques et comment les territoires peuvent s'adapter, et au sein des territoires, comment les acteurs des territoires, en particulier les collectivités, peuvent s'adapter au changement climatique et donc enclencher des stratégies d'adaptation. Donc pour discuter de cette question, nous sommes 4 autour de la table. 4 intervenants que je vais présenter par ordre d'intervention, et ensuite nous aurons bien sûr des échanges et un débat avec des questions de votre part. Donc Aude Bodiguel qui est à l'écran. Alors je pense que les internautes peuvent voir Aude. Donc Aude Bodiguel, vous êtes économiste et vous êtes responsable de l'équipe de l'équipe adaptation des collectivités au changement climatique au sein de l'ADEME. Et donc, vous allez nous faire part. Bonjour. Vous allez nous faire part de vos travaux. Ensuite, nous allons entendre Benoît Leguet. Donc, Benoît, tu es directeur du think tank I4C, qui est spécialisé dans l'économie de la transition énergétique et plus globalement dans l'économie du climat, l'économie du changement climatique. Et tu es également membre, on peut le dire, du Haut Conseil pour le climat. Ensuite, nous écouterons Louis Henry, donc architecte urbain de formation. Tu as, au sein de la Caisse des dépôts, occupé diverses fonctions, je dirais en particulier par rapport au sujet qui nous anime, que tu as initié le programme Écoquartier, dans le cadre duquel ensuite à la suite duquel a été créé le programme Ville de demain, que tu as piloté à la Caisse des dépôts. Et aujourd'hui, donc, au sein de l'Institut pour la recherche, tu es responsable de toutes les questions développement durable, donc qu'il s'agisse de transition énergétique ou bien sûr de changement climatique, avec les impacts dans le territoire. Et enfin, donc Julie Roussel, vous êtes chef de projet sur l'adaptation au changement climatique au sein de l'Agence d'écologie urbaine de la ville de Paris. Voilà, donc on va avoir à la fois des interventions, je dirais, de cadrage, en posant les enjeux et en posant notamment les enjeux économiques, mais également une discussion sur des projets de réponse des territoires au changement climatique. Donc nous allons commencer avec Aude, et donc alors il y a une petite question technique, c'est que c'est moi qui vais passer vos transparents, donc il faudra que vous me signaliez à chaque fois que je dois changer de page. Très bien. Eh bien, merci aux organisateurs pour leur invitation et merci à l'équipe technique qui me permet d'être parmi vous à la table ronde sans y être tout à fait. Alors, je ne sais pas si les slides sont en train de défiler, donc j'ai la lourde charge de commencer pour On a le titre. Répondre à cette question. Pour relever le défi climatique, quelle stratégie d'adaptation? Donc, effectivement, mon premier point, une stratégie efficace repose sur un diagnostic complet. Je vous ai joint le petit logo de la démarche TACT que l'ADEME met en avant pour ce faire. Je vous propose de passer directement à la slide 3, parce que qu'est-ce qu'un diagnostic complet? C'est un diagnostic qui croise des facteurs climatiques et des facteurs non climatiques. Les facteurs climatiques, on parle d'exposition. Vous en avez un
Voilà la carte. Vous en avez un exemple avec cette carte-là, qui est une carte fournie par la Caisse centrale de réassurance. Donc, chaque petit point est une commune de France. Chaque commune a sa couleur. Donc, je suis désolée, la légende n'apparaît pas, mais plus la couleur est foncée, plus le nombre de catastrophes, d'arrêtés catastrophes naturelles a eu lieu sur le territoire. Si vous pouvez voir en blanc, vous avez des communes qui n'ont eu que très peu d'arrêtés catastrophes naturelles, donc entre 1 et 5. Et vous voyez qu'il y a très très peu de blanc sur cette carte. Donc c'est une statistique depuis la création de la base, donc depuis 1982, ce qui fait quasiment 40 ans de recul. J'attire votre attention sur 2 régions en particulier, la Bretagne et l'Occitanie. Donc la Bretagne, qui semble, disons, relativement épargnée, en rose plutôt clair, quand on la compare à l'Occitanie, qui vire au rouge brique, voire au très très noir. Il faut savoir que lorsque vous voyez des points noirs, il s'agit d'un chiffre de catastrophe naturelle supérieur à 25 depuis 1982, donc c'est quasiment une fois par an. Je vous propose de passer à la slide d'après pour comparer. Donc là, c'est une carte fournie par le ministère, par l'ONERC, qui croise l'exposition, exactement ce dont on vient de parler, les arrêtés catastrophes naturelles, avec la densité de population. Et si on reprend les 2 mêmes régions, donc la Bretagne et l'Occitanie, vous voyez que la Bretagne a viré au rouge foncé, alors que l'Occitanie semble avoir un peu pâli. Ce qui veut dire que l'important d'un diagnostic complet, c'est bien de mêler une analyse sur l'exposition, donc quels sont les impacts du changement climatique, et une analyse de la sensibilité, c'est-à-dire quels sont tous les facteurs socio-économiques à prendre en compte, qui seront des facteurs de vulnérabilité. Ça donne aussi une indication sur le type d'indicateur que la collectivité devra suivre, donc non pas tant seulement des indicateurs climatiques, mais aussi tout un tas d'indicateurs sur les facteurs socio-économiques qui la guident. Je vous propose de passer à la slide suivante. Donc, une stratégie efficace, c'est aussi une stratégie qui repose sur une méthodologie éprouvée. Donc, je vous ai remis le petit logo TACT pour la 2e étape de notre démarche, où il s'agit de construire des stratégies. Et qu'est-ce qu'une stratégie basée sur une méthodologie éprouvée? Je vous propose de passer à la slide suivante. Ce qu'on propose, c'est de baser la réflexion sur ce qu'on appelle les Adaptation Pathways, qui est une approche qui trouve son origine dans le projet d'adaptation de l'estuaire de la Tamise. C'est le graphique, j'espère qu'il est visible par tous, qui se trouve à gauche. Et c'est un projet d'adaptation de la Tamise à l'élévation du niveau de la mer. La grande force de cette méthodologie, c'est de s'extraire de la problématique temporelle. Donc on ne réagit plus à qu'est-ce qui va se passer dans 10 ans, dans 15 ans, mais dans ce cas précis, qu'est-ce qui va se passer lorsque la Tamise aura pris 1 mètre, qu'est-ce qui va se passer quand elle aura pris 2 mètres, et comment positionner des solutions séquencées dans le temps, de façon à répondre à l'évolution de ces enjeux-là. Pour donner un tour un peu plus concret, je vous propose un petit film. Voilà. L'adaptation d'un territoire au changement climatique. Vous déployez peut-être déjà une stratégie climat répondant aux impacts de demain. Mais quid d'après-demain? Quand le territoire subira un impact climatique plus sévère, quand les actions prévues ne suffiront plus, quel nouvel horizon envisager alors pour le territoire? Quelles nouvelles adaptations en conséquence? Avec ce module d'objectifs climat, penser l'avenir d'un territoire, ce n'est plus la mer à boire.
Cet outil vous guide pas à pas dans l'élaboration d'une stratégie selon le concept performant des trajectoires d'adaptation au changement climatique. Tourisme, habitat, agriculture, quel que soit le champ d'intervention, il s'agit d'envisager l'impact du changement climatique par seuil sur le territoire concerné. Côté littoral, par exemple, le trait de côte recule, la surface de plage est amenée à diminuer et le tourisme balnéaire à s'affaiblir. Pour penser l'adaptation, on définit d'abord plusieurs niveaux d'impact. À chaque stade, on fixe ensuite un objectif pour le territoire avec les parties prenantes. Impact faible, maintenir un tourisme centré sur l'activité balnéaire. Impact moyen, créer de nouvelles activités touristiques en plus de la plage. Impact élevé, muter vers un nouveau modèle économique. On identifie enfin un bouquet d'actions pour répondre à chacun des objectifs. Cette vision dans la durée prend alors la forme d'une ou plusieurs trajectoires d'adaptation au changement climatique. Ces trajectoires posent les jalons d'un avenir robuste pour le territoire. Elles permettent également de vérifier que l'action à court terme est compatible avec les projets ultérieurs et de préparer le terrain pour les futures étapes. Flexibles et dynamiques, les trajectoires d'adaptation peuvent se réajuster aux nouvelles donnes climatiques, politiques ou socio-économiques. C'est tout l'avantage de la gestion adaptative, une approche innovante permettant de conjuguer au mieux temps politique et temps climatique. Le module trajectoire d'objectifs climat, une méthode agile pour votre territoire. Merci. Donc le module trajectoire d'objectifs climat a changé de nom. Il s'agit désormais de TACT construire des trajectoires. Et si on peut revenir à ma dernière slide, la slide numéro 7. Non, pardon. Voilà. Donc pour finir, je vous ai mis les principaux concepts utilisés. Je pense que dans les grands principes, il faut retenir qu'il n'y a pas une façon unique de répondre aux impacts du changement climatique. Il y a différents chemins. Il faut être capable de se projeter dans le temps pour les envisager. Mais et c'est tout l'effet peut-être contre-intuitif, c'est d'envisager une planification de ces solutions qui répondent à des franchissements de seuil et non pas à une durée précise. J'espère que c'était clair dans le petit film. Donc en matière de planification, on a tendance à raisonner sur 5 ans, sur 10 ans, alors que là, on essaye de s'abstraire de cette dimension temporelle. Et le second principe fort, c'est qu'il faut toujours raisonner en combinaison d'actions, ce qui permet de dégager celles qui sont à mettre en œuvre immédiatement, de celles qui peuvent être différées dans le temps parce qu'elles répondront à un enjeu supérieur, normalement plus grave, mais parfois c'est pas forcément le cas. Je pense que les Britanniques ont bien compris l'intérêt de planter des vignes dans le sud de leur pays. Et que tout l'enjeu réside dans la définition de ces seuils. C'est vraiment le cœur de l'approche et c'est le champ prioritaire de réflexion que doit mener la collectivité lorsqu'elle veut bâtir sa stratégie. Bon, je devais tenir en 10 minutes, donc je pense que je suis arrivée au bout. Je vous propose d'arrêter ma présentation. Vous pouvez encore, peut-être si vous avez encore une chose à dire, n'hésitez pas. Vous m'aviez demandé d'aborder aussi le problème des indicateurs. Donc non seulement il y a des indicateurs, comme je le notais pour le diagnostic, de suivi des impacts et de suivi de l'évolution socio-économique de son territoire, tout simplement, mais dans le cadre de l'élaboration de la stratégie et du plan d'action qui s'ensuit, il y aura tout un tas d'indicateurs de suivi des actions et de leurs résultats. L'important, c'est d'élaborer ces indicateurs en même temps que l'action.
Parce que souvent, le fait d'exprimer de quelle façon on pourra mesurer l'atteinte d'un résultat, ça nécessite parfois en fait de reformuler l'action elle-même. Donc c'est important de mener les deux réflexions ensemble. Merci beaucoup Aude, où on est rentré vraiment de plein pied dans le sujet, dans le cœur de notre table ronde. Benoît, nous t'écoutons. Bien, je vais essayer de compléter la présentation d'Aude. Peut-être pour signaler, pour donner quelques éléments peut-être de contexte supplémentaire. Premier point, le changement climatique, c'est aujourd'hui une réalité pour les territoires, et c'est pas que pour les années exceptionnelles. En fait, il se passe des choses qu'on peut parfois attribuer au changement climatique. Et en tout cas, il faut vraiment comprendre ça, que ce n'est pas quelque chose qui va se passer en 2100 ou en 2050. C'est quelque chose qui a déjà aujourd'hui une réalité. Et là-dedans, Aude a parlé finalement des réponses, des stratégies de réponse face au changement climatique. En fait, ce qui est important de comprendre, c'est que les réponses de court terme peuvent parfois laisser un peu interrogatif. Alors, je vais vous donner un exemple de réponse de court terme qui, j'espère, va vous faire réagir. Il y a une canicule qui s'annonce, boum, tout le monde se précipite chez un fabricant d'électroménager pour acheter des ventilateurs ou des climatiseurs, et augmenter la consommation électrique, etc. Donc, c'est super à court terme, ça résout le problème à très court terme. Peut-être pas, mais je le soumets à votre sagacité, peut-être pas de façon optimale à court terme, peut-être pas non plus de façon optimale à long terme. Mais là, je vous laisse me dire si ça vous semble une bonne réponse. En tout cas, il y a plein de réponses comme ça qui sont prises dans le court terme, dans l'urgence entre guillemets, et ça laisse peut-être un petit peu interrogatif, tout simplement parce qu'on ne s'est pas posé suffisamment en amont les questions. Qu'est-ce qui se passe si, 3 petits points, et là je reboucle sur ce que disait Aude, en fait on ne sait pas quand un certain nombre de choses vont se passer, mais on sait qu'elles vont finir par se passer ou que leur probabilité augmente, etc. Et donc c'est peut-être pas idiot de se poser la question 10 ans, 20 ans avant, de se dire qu'est-ce qu'on fera le jour où, 3 petits points, et puis ensuite mettez le nom de l'événement improbable que vous voulez voir survenir ou que vous ne voulez pas voir survenir, mais qui finira peut-être par survenir. Alors, là-dedans, mais je vais m'inscrire dans la trajectoire déjà esquissée par Aude. En fait, gérer, j'allais dire, au fil de l'eau, ça nous semble un pari un petit peu risqué. Et donc le maître mot là-dedans, c'est peut-être anticiper, préparer finalement, se préparer à l'improbable, et peut-être même se préparer à l'impensable. Je ne voudrais pas qu'on aille dans de la philosophie, mais c'est peut-être aussi là-dessus qu'il faut aller. Il y a des choses, quand vous voyez des catastrophes naturelles par exemple sur des chaînes d'infos en continu, vous voyez invariablement une personne qui dit « Ah ben on n'avait jamais vu ça ». Ah oui, on n'avait jamais vu ça, mais il va falloir s'habituer à le voir désormais, et peut-être que ça va devenir la nouvelle normale, donc il va falloir s'habituer à le voir de plus en plus et à gérer. La bonne nouvelle, c'est qu'on a désormais suffisamment d'outils et suffisamment d'informations pour apporter des réponses qui soient structurelles, coordonnées, qui soient des réponses, j'allais dire, un petit peu stratégiques et pas simplement des réponses au petit bonheur à la chance qui permettent de gérer l'urgence, mais guère plus. Alors, je vais abandonner ma casquette d'économiste pendant 2 minutes. Je vais prendre ma casquette d'ingénieur pour aussi vous expliquer quelque chose d'assez simple, je l'espère. Quand on parle de changement climatique, en fait, on parle de moyennes qui vont changer. Donc, vous avez en tête, on va se prendre peut-être plus 2, plus 3, plus 4, plus 5 degrés. On parle aussi de distribution qui change. En gros, la distribution qui change, c'est-à-dire que les extrêmes ont tendance à grossir. Les jours chauds, par exemple, mais également les jours froids, les jours avec pas beaucoup de pluie ou moins de pluie, etc., ou beaucoup de pluie. Et puis, c'est également tout un tas de petits épisodes anecdotiques que moi j'aime bien désigner par le vocable de feuilles mortes. Alors en gros, les feuilles mortes, c'est quoi ? Je vous explique pourquoi je suis arrivé à ce vocable. C'est parce qu'en fait, les feuilles mortes tombent tous les ans. J'espère que là, vous me suivez. Ça tombe en général début novembre et ça tombe sur les voies de chemin de fer. Jusque-là, tout va bien. Ça se passe toutes les années. Voilà, ça c'est bien quand ça se passe au mois de novembre. Et la SNCF, par exemple, c'est très bien géré ça. Quand ça se passe au mois d'août, là, il y a plus de petits problèmes. Les feuilles tombent, donc ça, il n'y a pas de problème, sauf qu'elles ne tombent pas au bon moment. Elles tombent au moment où ce n'est pas prévu par l'organisation. Et du coup, ça détraque, entre guillemets, une organisation bien huilée par ailleurs. C'est-à-dire, il y a des trains, normalement, qui passent pour enlever les feuilles mortes, etc. Là, au mois d'août, ce n'est pas prévu, donc il faut les faire passer, ça décale les sillons, et ça vient impacter le bilan économique, au hasard, des lignes à grande vitesse, qui sont quand même les lignes, typiquement, sur lesquelles la SNCF
gagnent de l'argent. Donc là, on se retrouve avec une organisation qui est bien huilée en temps normal et qui, du fait d'un événement qui se passe tous les ans, mais pas au même moment, se retrouve avec des problèmes à gérer. Et puis, donc, il y a ces trois aspects. Donc, les moyennes qui se déplacent, la distribution des impacts qui se déplacent, et puis les épisodes qu'on va qualifier de feuilles mortes, disons les petits machins comme ça qui arrivent et qui peuvent quand même désorganiser des organisations bien huilées. Alors, je vais m'appesantir sur les moyennes simplement pour essayer de vous faire toucher du doigt quelque chose de très simple. Quand on dit, en gros, il y a des économistes qui ont essayé d'évaluer l'impact du changement climatique et qui ont essayé de mesurer le coût du changement climatique à venir. Et la réponse des économistes plutôt néoclassiques est de dire, ben voilà, il va y avoir un coût de l'inaction face au changement climatique. Et si on se prend un changement climatique rapide, entre guillemets, on peut perdre de façon permanente 5 à 20 points de PIB. C'est-à-dire, en gros, se prendre une crise économique et financière en permanence, disons, à gérer. Alors ça, c'est très bien. Ça, c'est l'économiste qui parle. Maintenant, donc, changement climatique rapide, ça veut dire plus 5 degrés en 200 ans, à grosse maille. Maintenant, je vais prendre ma casquette d'ingénieur. Ce qui nous sépare des mammouths, alors j'espère que les climatologues qui nous écoutent ne vont pas bondir en m'écoutant, mais j'y vais vraiment à la serpe. Ce qui nous sépare des mammouths, c'est 5 degrés en moyenne au niveau mondial, et c'était il y a 20 000 ans. Donc en gros, quand on dit on va se prendre 5 degrés en 200 ans, on va à peu près 100 fois plus vite que les rythmes normaux, et au passage, on va perdre que 5 à 20 points de PIB. Bon, inutile de vous dire que ça, j'y crois pas du tout, on va perdre beaucoup plus que 5 à 20 points de PIB, il y a beaucoup plus qui est en risque. Le truc, c'est qu'on ne sait pas le modéliser, on ne sait pas comprendre finalement quels sont les liens de causalité entre changement climatique et impact économique. Et donc moi, mon intuition, c'est que on s'intéresse en général aux moyennes qui se déplacent, on s'intéresse à la distribution, on s'intéresse un peu moins aux feuilles mortes, ce qui est ce qu'on appelle en jargon financier plutôt les canaux de transmission des différents risques. On ne les modélise pas bien. Donc voilà, là, il y a peut-être un vrai sujet. Comment fait-on pour anticiper des risques qui vont être quand même majeur. Je pense qu'on le voit avec l'actualité aussi. C'est pas simplement quelques degrés en plus, on va mettre des bières au frais et tout va bien se passer. Il y a quand même un vrai sujet économique derrière tout ça. Alors, et ce qui nous semble là-dedans, c'est qu'il va falloir revoir, du coup, si je me place au niveau peut-être des collectivités ou d'autres acteurs, il va falloir revoir tout un tas de choses qu'on fait par ailleurs, mais revoir à l'aune du changement climatique. Ça veut dire revoir la gestion des risques de façon différente, revoir l'aménagement et la façon dont on prévoit les équipements, revoir également le développement économique tel qu'on l'envisage aujourd'hui, en tout cas le revoir avec une vision peut-être un petit peu différente. Alors pour aider notamment les décideurs territoriaux à se repérer dans tout ça, on est en train de mener à bien un projet qui est soutenu par l'ADEME, qui s'appelle Finadapter. Alors Finadapter, c'est parce que l'objectif final, c'est de voir quel rôle peuvent jouer les institutions financières, notamment publiques, pour aider les acteurs économiques à gérer, à anticiper l'adaptation au changement climatique. Et donc il y a différents paquets, mais il y a un paquet, là on vient de sortir un rapport qui décrit 7 chantiers pour l'adaptation au changement climatique. Quand on va voir un élu, on lui dit ben voilà, il faut vous adapter, très bien. La question d'après, c'est qu'est-ce que concrètement je fais ? Et donc, on a identifié 7 chantiers. Alors, il y a certainement plein de trous dans la raquette. Je laisserai volontiers Julie compléter ou me dire qu'on a complètement loupé des trucs. Mais en tout cas, il y a 7 grosses briques qui nous semblent à peu près indispensables à traiter. La première, déployer les politiques d'adaptation urbaine à la chaleur. Ça, on s'en souvient à chaque canicule. Il ne faut simplement pas l'oublier dès la canicule passée. Et ça se fait dans la durée. Deuxième, aménager avec l'évolution des risques d'inondation. Ça, c'est pareil. On y pense à chaque inondation et après, on oublie. Troisième, repenser la manière d'habiter le littoral. Alors ça, c'est évidemment pour les communes qui sont plus exposées sur le littoral. Repenser la manière d'habiter, ça veut peut-être se dire aussi que dans 10 ans, 20 ans, 50 ans, dans un horizon temporel qu'on ne connaît pas, mais peut-être qu'à un moment, il faudra effectuer ce qu'on appelle un retrait stratégique, c'est-à-dire décider qu'on ne va plus habiter là. Voilà. Ce qui ne se fait pas comme ça du jour au lendemain, il y a un peu de concertation. Quatrième chantier, moderniser les réseaux de transport en tenant compte du changement climatique. Les réseaux de transport ont des durées de vie extrêmement longues. Je pense par exemple au réseau ferré de la SNCF. Quand on fait de la maintenance ou quand on fait des nouvelles lignes, quand on renouvelle les lignes, ben la question c'est est-ce que ça sera adapté dans 10 ans, 20 ans, 50 ans, qui est la durée de vie de l'infrastructure, et peut-être même plus. Cinquième, préserver la ressource et prévenir les conflits d'usage liés à l'eau. Quand on veut rafraîchir, on peut utiliser de l'eau. Le problème, c'est que si tout le monde veut utiliser de l'eau en même temps, il peut y avoir ce qu'on appelle pudiquement des conflits d'usage. C'est-à-dire qu'entre avoir chaud et se nourrir, par exemple, il va falloir choisir. Voilà. Si on le dit comme ça, tout de suite, ça pose les choses de façon peut-être un peu plus guerre épée, entre guillemets.
6e, développer des démarches de prospective stratégique à l'échelle des filières économiques. Alors ça, j'aime bien. En gros, qu'est-ce que ça veut dire en bon français? Ça veut dire que les métiers de demain seront peut-être les mêmes que ceux d'aujourd'hui, mais ils ne sont peut-être pas exercés tout à fait de la même façon et qu'il va falloir se préoccuper de la façon dont le climat va impacter les différentes filières économiques et préparer les acteurs économiques au sens large, c'est-à-dire y compris les salariés, les formations, tout ça, à anticiper ce genre de changement à l'échelle d'un territoire. 7e et dernier chantier, c'est tout ce qui concerne l'immobilier et le bâtiment. Alors, on a parlé d'inondation, tout ça, mais il y a aussi un sujet qui est par exemple le confort d'été. Il n'y a pas que le confort d'hiver et l'isolation, il y a aussi le confort d'été. Que vaudra un bel appartement, par exemple, à Paris, orienté plein ouest en 2050 ? Je ne sais pas, mais en tout cas, on peut se poser la question, disons, avec un beau soleil bien rasant qui arrive dans le salon et qui chauffe bien. Voilà, qu'est-ce que ça vaudra? Est-ce que ça vaudra encore les prix astronomiques qu'on a aujourd'hui? Voilà, donc plein de chantiers, finalement, à traiter par les élus. Peut-être dans la méthode qu'a présentée Aude, avec une méthode, disons, trajectoire d'adaptation. Moi, c'est quelque chose que j'aime bien. Déployer le temps, on ne sait pas à quel horizon temporel, mais en tout cas, se poser la question, qu'est-ce qu'on fait si? 3 petits points. Et puis là, voir, en fonction des seuils qui se déclenchent, quel type d'action on met en œuvre. Je finirai là-dessus. Dans les petits schémas qu'a présenté Aude, j'aime bien faire les espèces de lignes de métro londonien un peu stylisées. En fait, il y a un truc qui est important, c'est que ces trajectoires d'adaptation doivent permettre de designer, d'élaborer des trajectoires robustes au sens où on peut changer d'avis en cours de route. Et en cours de route, c'est simplement s'il y a des informations nouvelles qui arrivent sur l'évolution du climat, etc. Et il faut privilégier évidemment les choix qui sont ce qu'on va qualifier de robustes et notamment de sans regret. S'il y a des choses qu'on peut faire, et quels que soient les scénarios d'évolution future du climat, on se trouve toujours dans une configuration à peu près favorable, il faut le faire. Et à contrario, s'il y a des choses qui nous mènent dans des impasses par rapport à l'adaptation, il vaut mieux éviter de le faire. Pensez aux climatiseurs aux climatiseurs. Je ne suis pas certain que ça nous amène vraiment vers une amélioration de l'adaptation au changement climatique dans le long terme. Merci beaucoup, Benoît. Donc, on continue le tour des intervenants. Donc, qu'il s'agisse de chaleur en ville, d'inondation, d'habiter sur le littoral, de ressources en eau et de conflits d'usage de l'eau, ou de l'immobilier, du confort d'été, c'est des sujets sur lesquels tu travailles. Hein. On a lancé des projets sur ces questions. Donc, ça nous intéresse que tu nous en dises quelques mots. L'évolution du climat apparaît comme le premier sujet d'inquiétude dans le sondage OpinionWay qui a été fait pour le printemps de l'économie. Donc c'est quand même un sujet qui préoccupe une grande partie de la population. Et sur le lien avec la guerre, j'y ai réfléchi et je me suis dit, au fond, le changement climatique produit des scènes qui ressemblent à des scènes de guerre. On fait appel à des hélicoptères pour transporter la population, on fait appel aux engins du génie, on transporte la population. On est donc dans des situations qui sont tout à fait dramatiques. Alors pour éviter d'en arriver là, qu'est-ce qu'on peut faire ? Je dirais qu'il y a 2 priorités qui sont définies d'une manière régulière. C'est l'idée d'éviter l'ingérable et de gérer l'inévitable. Ça permet quand même un peu de trier dans ce qu'on peut faire. Alors sur la naissance de la Caisse des dépôts, il y a quelque chose de particulier à dire, c'est qu'elle est vraiment bien adaptée à la gestion des crises climatiques puisqu'elle a été créée en 1816. 1816, c'est 1 an après l'éruption du Tambora. Le Tambora, c'est un volcan dans l'hémisphère sud qui, quand il a explosé, a quand même émis 60 000 fois l'énergie de la bombe d'Hiroshima. Un certain nombre de kilomètres cubes de poussière envoyés dans l'atmosphère. Ça a provoqué quand même en France, notamment en France et en Suisse, une année sans été. Et en Suisse, de la neige au mois d'août. Il y a eu 200 000 morts par famine. Donc on a toujours en tête l'évolution climatique vers le haut, bien sûr qu'elle se produit et qu'on la voit chaque année, mais elle peut être tout à fait brutale vers le bas aussi. On a affaire à des accidents climatiques. Il y a une tendance et il y a des accidents. Sur les moyens d'action, la Caisse des dépôts, elle a mis en place entre 2018 et 2020 un plan pour des territoires bas carbone qui consiste à limiter l'étalement urbain, agir sur la mobilité durable, réduire la précarité énergétique, accompagner les territoires en transition en agissant notamment sur l'emploi. Ça paraît effectivement une méthode moins violente que celle qui avait été adoptée entre 1939 et 1944, qui a consisté pour diviser par 4 les émissions de gaz à effet de serre, à arrêter de manger, arrêter de se chauffer, arrêter de construire et arrêter de se déplacer.
visiblement, l'action de la Caisse des dépôts est plus anticipatrice. Ce qui est très compliqué, et on le constate à chaque fois, c'est d'appliquer des décisions dures sur des certitudes molles. On n'est pas tout à fait sûr, on ne peut pas dire exactement ce qui va se passer d'une manière détaillée. Et Aude, ce que vous avez présenté tout à l'heure comme schéma de progressivité, de signaux d'alerte et d'action en réponse, va tout à fait dans ce sens-là. Pour ce qui concerne la chaleur en ville, tu en as parlé, Benoît, l'Institut CDC pour la recherche a accompagné une recherche d'étudiants de Sciences Po qui ont fait un très beau boulot que je vous invite à aller voir sur le site de l'Institut, que vous trouverez sur Internet, et qui montre quelles sont les stratégies d'adaptation qu'on peut avoir, des stratégies low cost qu'on peut avoir pour obtenir ce résultat. On voit très vite qu'on arrive à des questions qui concernent la circulation de l'air, la circulation de l'eau, la végétation, la biodiversité. L'artificialisation des sols, c'est aussi un sujet très important. On considère qu'il va y avoir 280 000 hectares qui vont être imperméabilisés d'ici 2030. La réglementation a prévu un nouveau type de zones qui correspondent au zéro artificialisation nette. Alors là, il y a une question qui se pose et qui me préoccupe beaucoup, qui est celle de comprendre de quoi on parle. Le zéro artificialisation nette, c'est très peu compris par ceux qui ont à le gérer. Par exemple, artificialiser un terrain, ça peut être goudronner un terrain pour en faire un parking, mais ça peut être aussi transformer un terrain pour en faire un jardin. C'est une artificialisation. Donc on voit bien là qu'il y a un contact, un message, une pédagogie à mettre en place pour que la population puisse comprendre de quoi on parle. Parce que sinon, zéro artificialisation nette, ça veut dire quoi? Je ne peux plus construire mon pavillon, mais néanmoins, on pourra étaler de grands espaces avec des centres logistiques sans fin. Enfin, c'est compliqué. Et alors, est-ce qu'on a encore le droit de faire un jardin? Est-ce qu'on peut faire un parc? Je pense qu'il est très important de pouvoir avoir un message suffisamment fort pour que la population le comprenne. Bon, la France a quand même besoin, pour éviter d'augmenter son artificialisation d'une manière trop brutale, à renaturer 5500 hectares par an, ce qui est très au-delà de la moyenne européenne. Pour la question de la densification et de la dédensification en ville, qui est une question qui revient souvent, pendant 10 ans, 15 ans, le discours a été tenu qu'il fallait densifier, densifier, densifier. Mais densifier, ça veut aussi dire qu'on empêche l'eau de passer en période d'inondation et qu'on empêche l'air de passer en toute période. Donc, il faut derrière un objectif simple, aller à une question qui est un peu plus compliquée, gratter un peu plus et surtout faire partager les connaissances qu'on peut avoir. Il y a besoin de travailler hors silo pour tous ceux qui ont la décision, qu'il s'agisse de logement, d'économie, de foncier, d'infrastructure ou de transport. Dans une discussion que nous avions eue avec Hans Thulen, qui est l'urbaniste de la ville de Breda, elle est entre 3 et 4 mètres d'altitude. Donc, le réchauffement climatique et la hausse du niveau de la mer, ça lui parle. Il nous a dit, on s'en est sorti parce qu'on a été pionnier. Alors, il est pionnier depuis 30 ans. Et une caractéristique de tous les projets qui réussissent, c'est qu'ils se déroulent sur le long terme. Mais il a dit, être pionnier, c'est ne pas fonctionner avec des règles préétablies. C'est-à-dire que si, face à un nouveau problème, on établit des règles rigides, on sait qu'on aura beaucoup de mal à s'en sortir. En attendant, qu'est-ce qu'on peut faire ? En attendant, ce qu'on peut faire, c'est avoir des adaptations qui soient efficaces. Alors, la base qu'on peut se poser, on m'a demandé d'écrire un certain nombre de textes sur la ville de demain pendant la période de confinement, notamment pour l'INTA, et j'ai eu beaucoup de mal à écrire quoi que ce soit, parce que je me suis aperçu qu'en écrivant ce qu'était la ville de demain, j'écrivais ce qu'était la ville de demain d'il y a 15 ans. Et je me suis dit que ce n'était pas une très bonne piste, que d'abord la ville de demain, j'en sais rien, mais ce que je peux me dire, c'est que la question que je peux me poser sur ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est que pouvons-nous faire aujourd'hui que nous ne regretterons pas dans 10 ans? Et ça rejoint tout à fait ce que tu as dit, Benoît. C'est vraiment, c'est l'action sans regret. Alors il y a des petites choses qu'on peut faire aujourd'hui. On peut diminuer la sous-exploitation du bâti existant, en faire quelque chose. On peut avoir des actions ponctuelles sur des problèmes qui sont nouveaux. Par exemple, à Brest, il pleut maintenant, non plus avec un crachin continu, enfin je ne voudrais vexer aucun Breton, mais non plus un crachin continu, mais des orages assez brutaux. Et quand on a refait le réseau
d'évacuation des eaux usées de la ville de Brest, on l'a surdimensionné de manière à ce que les réseaux puissent absorber le surplus d'orage, que le diamètre des tuyaux lui-même puisse faire réservoir. On peut aussi se poser des questions sur l'isolation thermique. Avec l'USH, on a entrepris une étude, isolation thermique par l'intérieur ou isolation thermique par l'extérieur. Et là se pose tout de suite la question de la perception par les habitants de ce qui est fait. On a besoin de savoir comment c'est ressenti. Est-ce que le fait de diminuer la consommation d'énergie en hiver ne va pas rendre les logements inhabitables en été? Et puis, il y a une perception, il y a une connaissance technique et une perception sensible. En fait, au fond, tout ça, on ne le fait que pour des individus, j'allais dire la biodiversité. Mais la biodiversité dont nous faisons partie. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On fait un travail sur le trait de côte avec les think tanks, et puis aussi, par exemple, la forestière de la Caisse des dépôts qui gère les forêts, qui gère des forêts privées, se pose la question de savoir quoi planter pour pouvoir en faire quelque chose d'acceptable sans que les arbres ne meurent faute d'eau ou faute ou à cause de la chaleur. Parce que jusqu'ici, le facteur limitant de croissance des arbres, c'était le gaz carbonique. Aujourd'hui, du gaz carbonique, il y en a pléthore, donc les arbres grossissent plus vite, et comme il y a moins d'eau, ils meurent plus vite de soif. Ils ont besoin de grandir plus vite, il leur faudrait plus d'eau, ils en ont moins. Moi, je pense que surtout ce qu'il faut rendre acceptable, et ça c'est un challenge délicat, c'est d'accepter des modifications de nos modes de vie. Et pour les accepter, il faut décrire, qualifier, commenter, faire monter les citoyens en compétences, prendre conscience. Ils peuvent prendre conscience parce qu'ils ont la connaissance, donc rétablir la confiance. Puis enfin, je terminerai en disant que la Caisse des dépôts a mobilisé 26 milliards d'euros de fonds propres à travers un plan de relance. Alors, il est bien sûr, cette somme sera consacrée à la transition écologique, au logement, au soutien aux entreprises, à la cohésion sociale. En réponse à la crise sanitaire, je pense que c'est un effort très important et que la Caisse des dépôts a bien compris que c'était l'urgence du moment. Voilà quelles sont les difficultés face auxquelles nous sommes et les solutions que nous essayons de trouver. Merci beaucoup. On reviendra sur un certain nombre de ces points évoqués. Maintenant, nous allons écouter Julie, parce que là, nous avons un projet de collectivité qui est la ville de Paris, qui est très exposée, dont la chaleur, la pluie, l'eau qui monte, c'est déjà des choses qu'on a vécues. Et donc, comment ces sujets sont abordés et quelles sont les réponses qu'on apporte. Ok, merci également donc pour l'invitation. Effectivement, là, l'idée, c'était de faire un zoom finalement sur un territoire en particulier, donc le territoire parisien. Et peut-être grand parisien aussi, mais en tout cas là il est question du territoire parisien. Alors en fait, comme la présentation est en PDF, je pense qu'il y a un souci d'affichage. Oui. Ah là c'est bon, ça fonctionne. Ouais, je veux bien, du coup, s'il vous plaît, c'est gentil, merci. Alors, je vais peut-être pas répéter ce qui vient d'être dit, mais en gros, effectivement, le climat change à Paris, c'est pas un scoop. Il va faire de plus en plus chaud. Je pense qu'on peut changer le slide. Les manifestations du changement climatique, elles sont effectivement très concrètes, très, très tangibles, et on les voit, on les vit au quotidien à Paris. Donc pour rappel, juin 2016, donc on a eu une crue un peu exceptionnelle à Paris, qui a quand même coûté plus de 4,5 millions d'euros à la collectivité, milliards. Et donc voilà, on peut changer de slide encore s'il vous plaît. Évidemment, la question de la chaleur en ville est effectivement donc une problématique qu'on ne peut pas ignorer non plus. Record de température battu le 25 juillet, pas dernier mais 2019, 42,6 à l'ombre qui sont donc mesurés à la station Montsouris. Donc la station Montsouris, c'est donc une station météo dans un jardin qui est donc plutôt un endroit frais. Et ces températures sont mesurées donc à l'ombre. Je vous laisse imaginer la température qu'il fait sur le parvis de l'hôtel de ville, ou en tout cas dans des lieux avec un caractère très minéral. Et il y en a à Paris, beaucoup.
Du coup, les vulnérabilités du territoire parisien, on a, nous, essayé en tant que collectivité de les mesurer en lançant justement une étude en 2012 sur les vulnérabilités et les robustesses du territoire parisien, à la fois face au changement climatique et face à la raréfaction des ressources, et notamment évidemment face à la raréfaction de la ressource en eau, pardon. Et donc, ça a évidemment confirmé tout ce qu'on pressentait déjà, c'est-à-dire effectivement des canicules de plus en plus fréquentes, mais aussi de plus en plus intenses, des pluies violentes et des orages en hausse, avec un fort risque d'accroissement au niveau des inondations, pas uniquement par des inondations par crue, mais bien par eau de ruissellement. Et puis le risque de sécheresse, on en a parlé également, qui s'accroît et auquel on va avoir tout un tas de difficultés à faire face. Il est notamment question, mais j'en parlerai ensuite, du risque de maladaptation, parce qu'on parle aussi évidemment du coût de la non-adaptation, mais il y a aussi un coût à la maladaptation. Donc il faut aussi pouvoir justement anticiper, mais je crois que ça a été largement dit par les intervenants précédents, mais voilà, ce qui ne va pas favoriser finalement le pire, et ce qui peut en tout cas être considéré tout de suite maintenant comme une solution. Quelles peuvent être les conséquences de nos actions d'aujourd'hui, demain? Est-ce que donc on n'empire pas la situation, bien que il faut aussi parfois malheureusement faire des concessions et effectivement mettre en place des actions qui peuvent apparaître, je crois qu'on en parlait lundi dernier, comme des actions palliatives, effectivement, mais en même temps on ne peut pas non plus laisser les gens mourir de chaud, par exemple, et donc l'idée c'est bien de trouver le juste milieu entre une réponse tout de suite maintenant et des réponses pour demain et après-demain. Merci. Donc pour faire face à ce changement climatique, donc la ville de Paris a adopté finalement une stratégie d'adaptation au changement climatique en 2015. Donc en fait, on a repris à peu près tout ce qui vient d'être dit actuellement, donc qui s'articule sur 4 grands axes. Donc on a un axe qui vise à protéger donc les Parisiens face aux événements climatiques extrêmes. Un autre axe qui concerne plutôt justement le fait de pouvoir garantir l'approvisionnement du territoire en énergie, en eau, en alimentation. Et puis on a un axe sur lequel on travaille beaucoup, en fait, où il y a beaucoup de mesures sur cet axe, qui est l'aménagement justement du territoire de façon plus durable et donc de façon plus raisonnée aussi. Et puis enfin un axe, le dernier axe, mais pas des moindres, qui concerne justement l'accompagnement des nouveaux modes de vie. Et donc c'est un axe qui passe par des actions évidemment de formation, d'information, de communication, dire les choses, l'idée n'étant pas... on a souvent l'impression que dire des choses angoissantes, ça peut être compliqué et qu'il faut protéger les gens. Mais en fait, en ne disant pas les choses, on ne protège absolument personne. Et c'est justement en expliquant les choses. Après, il faut choisir les bons mots et surtout mettre des solutions en face. Ça permet finalement de mieux préparer les gens et donc finalement de beaucoup mieux les protéger. Et donc cette stratégie d'adaptation, elle a été absorbée finalement en 2018 dans le nouveau plan climat de la ville, qui a donc un volet adaptation au changement climatique très, très étoffé. Donc à Paris, on a un certain nombre de freins pour mettre en place les mesures et les actions d'adaptation au changement climatique. On a aussi tout un tas de leviers. Et l'innovation, par exemple... Alors l'innovation, évidemment, on ne parle pas d'innovation high-tech qui coûterait hyper cher, etc. Mais en tout cas, l'innovation, elle peut être sociale, elle peut être low-tech et elle peut apparaître justement comme une réponse à un territoire contraint. Ce qui est le cas à Paris. À Paris, on a souvent, quand on a des réunions publiques, les gens nous disent pourquoi vous
plantez pas plein d'arbres partout puisque ça rafraîchit. Donc bon, déjà on plante pas n'importe quel arbre n'importe où et puis en plus on peut pas planter partout. On a des contraintes en sous-sol, donc on a beaucoup de réseaux, on a le métro dans le sous-sol parisien, donc on peut pas faire tout ce qu'on veut partout, et donc ça pousse aussi tout un tas de gens, d'architectes, de designers à proposer des projets pour justement s'adapter à toutes ces contraintes. L'idée, c'est aussi, effectivement, et on peut rien faire sans ça, de faire évoluer la réglementation. Donc, la réglementation, donc à Paris, comme partout, on a un plan local d'urbanisme, et l'idée, c'est de rendre ce PLU, donc ce plan local d'urbanisme, de plus en plus prescriptif en faveur du changement climatique, qui soit suffisamment contraignant. Alors après, en gardant aussi des principes de réalité en tête, mais en tout cas qu'il aille dans le bon sens et qu'il oblige aussi finalement à avoir un cadre bâti adapté au changement climatique. On a évidemment la question du financement, et donc justement comment est-ce qu'on flèche, comment est-ce qu'on fait que nos budgets sont orientés sur des financements donc vers VERT. Avec que ce soit en matière d'atténuation ou en matière d'adaptation d'ailleurs. Mais n'oublions jamais l'adaptation. Et puis enfin, donc on le voit pas sur la slide, mais il y avait la question alors qui est à la fois un frein, mais aussi un levier justement. J'en ai un petit peu parlé de la formation, merci, et de l'information. Alors à la fois pour le grand public, il faut informer, acculturer avec des sujets qu'il ne connaît pas toujours, mais aussi beaucoup pour nous-mêmes, c'est-à-dire les agents de la ville de Paris. On est une grosse maison, 60 000 agents, et en fait, il faut que nous-mêmes aussi, on change nos pratiques, qu'on change de culture pour justement avoir des bons réflexes, et puis changer nos façons de faire les projets, que ce soit des projets d'aménagement, mais aussi des projets, je pense à tous les gens qui travaillent sur la fabrique du budget. Et donc, voilà, c'est des questions qu'il faut qu'on se pose à toutes les échelles de la ville. Je vais terminer très rapidement parce que je crois que j'ai vraiment plus beaucoup de temps. J'ai peut-être même dépassé. Merci. Je devais faire un focus du coup sur la chaleur en ville et comment est-ce qu'on rafraîchit la ville. On peut peut-être changer de slide s'il vous plaît. En gros, on avait un objectif qui était de permettre à chaque Parisien de se trouver à moins de 7 minutes à pied d'un îlot de fraîcheur à horizon 2020. Donc c'est chose faite. Merci. Est-ce qu'on peut encore changer de slide, s'il vous plaît? Je vais essayer d'aller vite là. Ok, mais donc voilà, en gros, on a des leviers d'action qui sont encore une fois des leviers, mais auxquels il faut prendre garde, il faut agir de façon raisonnée, et dont un levier dont on entend beaucoup parler, je pense, c'est la question du végétal et de la végétalisation, qui est un mot pas très français en réalité, mais donc de l'espace public, du cadre bâti, et donc voilà, parce que le végétal, bon, c'est certes très très agréable, ça calme, ça apaise. D'ailleurs, on met même encore des fausses plantes sur les plateaux. Mais donc, c'est vrai que voilà, ça améliore le cadre de vie, en tout cas d'un point de vue cognitif, c'est prouvé. Et puis surtout, ça rafraîchit l'espace public, ça rafraîchit le bâti. Donc, l'idée étant effectivement de travailler sur plus de végétal en ville. Et voilà. Merci. On travaille aussi évidemment sur la question des matériaux qui sont employés, les matériaux à la fois pour donc les bâtiments, mais aussi pour la voirie, donc là où on marche, là où on roule, à vélo de préférence, mais parfois aussi en voiture. Et donc l'idée, c'est bien ça, c'est de changer à la fois la couleur des matériaux. Alors il s'agit pas, on parle beaucoup d'un fantasme de la ville entièrement blanche, donc il s'agit pas de tout changer de façon précipitée, mais en tout cas on peut travailler sur des matériaux avec en tout cas des coloris plus clairs, et puis surtout des caractéristiques plus durables et par exemple qui soient drainants, en tout cas qui permettent justement aux eaux de pluie d'être absorbées, et donc voilà, on travaille sur ces questions-là. Évidemment, ça coûte un petit peu cher parce que ce sont des matériaux un peu nouveaux. Alors pas forcément nouveaux en fait, mais c'est-à-dire que dans les marchés publics, on n'a pas encore forcément l'habitude d'avoir, et donc voilà, il faut un petit peu de temps
justement pour les collectivités pour s'y mettre vraiment. Mais en tout cas, on a des expérimentations en cours qui sont plutôt très positives. Donc on continue. Renforcer justement la présence de l'eau dans la ville. Alors, à la fois, comment est-ce qu'on fait pour justement mieux se servir finalement de l'eau qu'on a à disposition, et je pense notamment évidemment à la Seine, donc qui traverse Paris, mais aussi aux canaux, c'est-à-dire la proximité en fait de l'eau. Donc, il y a eu tout un travail sur les berges de Seine pendant les précédentes mandatures. Comment donc on se sert de la fraîcheur de cette Seine, et puis comment aussi on se sert. Alors ça, c'est peut-être plus justement de la solution de l'ordre palliatif, mais comment est-ce qu'on se sert de l'eau pour apporter de la fraîcheur en ville de façon très ponctuelle, avec donc des fontaines, des jeux d'eau, des brumisateurs, parce qu'on a besoin de ça malheureusement, en tout cas tant qu'on a justement des matériaux qui sont pas encore suffisamment adaptés et qui continuent d'absorber très fortement les rayonnements du soleil et donc à restituer la chaleur la nuit. Donc voilà, on essaye de travailler aussi sur cette question de l'eau. Et enfin, donc ça c'est un plan ombre, donc on essaye de déployer à Paris, parce qu'en fait c'est une solution qui est finalement très peu coûteuse, qui est durable, qui coûte pas cher de tout point de vue. Et comment est-ce qu'on fabrique de l'ombre à Paris? Donc évidemment, il y a la solution des arbres, qui est la solution certainement la plus vertueuse. Mais encore une fois, on ne peut pas planter des arbres partout. Et donc, en fait, on a juste regardé comment on faisait finalement, parce que c'est ça aussi une des meilleures solutions, c'est d'aller regarder comment font les voisins qui, eux, vivent avec la chaleur et le soleil depuis bien longtemps. Et donc, juste en tendant des toiles, finalement, que ça soit de façade à façade entre le bâti, ou en mettant des ombrières sur poteaux, tout simplement. On fabrique de l'ombre et donc on permet justement de lutter contre l'îlot de chaleur urbain, et puis on fabrique justement des espaces qui sont moins chauds. Voilà, là c'était juste en fait un petit retour sur une expérimentation qu'on a faite justement sur des ombrières. On peut peut-être rechanger de slide encore. Après j'en ai terminé, mais en gros l'expérience, on a fait des photos thermiques cet été, et elle est vraiment très très concluante. Entre les espaces ombragés par la toile tendue et les espaces qui ne sont pas ombragés, on a une différence de température qui est absolument hallucinante. Donc on va aller de plus en plus loin vers le déploiement de ce plan ombre. Et enfin, voilà, je vais terminer par ça. Donc, les outils de communication, puisqu'encore une fois, c'est vraiment le gros challenge. C'est ça. C'est comment est-ce qu'on fait passer le message. L'idée, c'est pas que la ville de Paris travaille toute seule dans son coin. Alors, pas toute seule dans son coin en tant que territoire. Là, on montre depuis. Moi, je vous montre depuis tout à l'heure. Excusez-moi pour ça, mais des cartes de Paris, comme si Paris était toute seule le centre du monde. En réalité, elle est entourée par des territoires. Donc, on travaille aussi avec les territoires voisins. Ça se voit pas du tout sur la carte, je suis désolée, mais en réalité on le fait. Et puis travailler évidemment avec les habitants, avec les usagers en règle générale du territoire, par les gens, pas uniquement les gens qui habitent, mais les gens qui viennent utiliser le territoire, qui travaillent sur le territoire, qui se promènent, les touristes. Il y en a peu en ce moment, mais tout de même. Et aussi justement pouvoir finalement acquérir leur connaissance fine du territoire, pour la mettre à profit d'outils collaboratifs tels que des cartes, qui permettent justement de repérer des îlots et des parcours de fraîcheur, ou des applications telles qu'on a pu développer. Je crois que j'en ai terminé. Je crois qu'il y a plus rien après. Si, en fait, voilà, c'est juste une exposition qui avait été faite il y a quelques années, et donc voilà, ça c'est le avant. Le bois de Boulogne pas adapté, et on a une slide après qui le montre. Voilà, éventuellement. On voit pas très bien parce qu'en fait, mais en fait le rapport à l'eau est très bien exploité. Et puis je crois qu'on a pareil sur une cour d'immeuble après dans le 18e arrondissement, c'est ça. Et donc la cour d'immeuble adaptée au changement climatique. Encore une fois, je suis désolée, on voit pas très bien, mais merci beaucoup pour avoir passé les slides, et j'en ai terminé. Merci. Merci beaucoup, en tout cas Annie Desfortes, et peut-être que Louis, tu reviendras là-dessus. Ce challenge, la réponse de l'enjeu de l'adaptation, et là, en particulier de la chaleur, doit se faire de manière collective. Tout le monde doit être impliqué, donc ce qui suppose bien sûr des changements de pratiques de la part de la collectivité, des agents des collectivités, mais aussi la contribution des citoyens. Alors peut-être que Louis, tu viendras sur ce sujet. Je suis obligée de citer un certain nombre de questions parce qu'elles m'arrivent de manière assez nombreuse, et là aussi
Je vous invite les uns et les autres à y répondre. Alors j'en ai plusieurs que je vais les classer par groupe de thèmes parce qu'il y a des questions qui se rejoignent. Alors il y a une question, peut-être que c'est plus vers Benoît, comment les économistes ont-ils mesuré l'impact du changement climatique? Donc ça c'est une question plutôt de modèle économique, par quelles variables? Et comme on reste dans le domaine de l'économie, je mettrai aussi cette question, agir contre le changement climatique peut-il stimuler la croissance économique? Voilà, donc on a des questions sur la modélisation et la croissance. Il y a deux questions qui se rejoignent sur en fait les relations nord-sud. Puisque j'ai une question sur les pays développés, ne devraient-ils pas aider financièrement les pays émergents et les pays en voie de développement à faire leur transition énergétique? Et une autre question, qu'en est-il de la coopération entre les pays développés et en voie de développement dans le secteur énergétique? Alors, j'ai envie aussi qu'on pose la question inverse, et ça on l'a vu sur le travail des étudiants de Sciences Po que tu as mentionné, Louis, sur la chaleur en ville. On peut s'inspirer de pratiques du sud au nord. Et donc en fait, je pense qu'il faudra qu'on ait en fait cette vision nord-sud, mais aussi sud-nord sur les. Effectivement, on a vu ressortir plusieurs choses, dont une dont je n'avais jamais entendu parler, qui s'appelle les tables de Mahoney. Les tables de Mahoney, ce sont des tables qui ont été établies dans les années 50 pour les colonies françaises, appelons-les par leur nom. Et ces tables avaient comme objectif de concevoir des logements qui soient confortables, même sous des climats très chauds, et ce, par des moyens non énergivores. Donc il y a tout un travail à faire là-dessus, et on a vu, notamment dans le travail aussi des étudiants de Sciences Po, qu'on pouvait mettre en place, à Paris même, ou n'importe où en France, des techniques assez simples, comme des tours à vent, qui aspirent l'air. En fait, une tour à vent, c'est comme une cage d'escalier sans escalier, dans laquelle on fait rentrer l'air qui est au fond d'une cour et qui est très chaud, et on le fait ressortir par le haut. Ça fait une sorte d'aspirateur naturel qui permet de rafraîchir l'espace intérieur. Il y a beaucoup de techniques comme celle-là qui sont oubliées, qui sont ignorées, qui ont été remplacées par des moyens. Le climatiseur que tu vantais tout à l'heure, Benoît, ou alors j'ai mal compris, j'ai encore mal compris. Le climatiseur a fait oublier les techniques les plus élémentaires pour être bien, qui en construisait encore avec des volets il y a 10 ans. Tu parlais de ne pas proposer de logements ouverts à l'ouest. Personne ne se posait cette question. Qui se pose aujourd'hui la question de la couleur des voitures? Une voiture claire, laissée au soleil pendant 1 heure, et 20 degrés en dessous d'une voiture foncée. Ce qui veut dire que non seulement il fait meilleur quand on rentre dedans, je ne suis pas en train de faire l'éloge de la voiture, mais non seulement il fait meilleur quand on rentre dedans, mais elle va consommer moins d'énergie, parce qu'elle ne va pas avoir besoin d'énergie pour se refroidir. Or, quasiment la totalité des voitures, en tout cas des VTC ou des taxis et beaucoup des voitures de particuliers, sont des voitures foncées. Ce sont des choses aussi simples que ça qu'on peut mettre en œuvre tout de suite et qui ne coûtent rien. Mais pour ça, il faut repasser. Je suis désolé de radoter, mais de toute façon, c'est devenu chronique. Il faut passer par une phase de compréhension, de partage avec les habitants. Les sciences participatives sont vraiment la voie pour rentrer en contact avec eux, pour qu'ils puissent monter en compétences, pour avoir plus de connaissances. Et alors, je voulais juste aborder une dernière question, mais je vais donner donc la parole à Benoît sur les enjeux économiques. Pour agir contre l'urgence climatique, le multilatéralisme semble de rigueur. Cependant, comment agir lorsque certains de nos dirigeants ou des dirigeants internationaux sont climato-sceptiques? Sur l'économie, Benoît ? Allez, je me lance. Alors, comment les économistes mesurent, en gros, déterminent, entre guillemets, ou formulent une opinion sur le fait qu'il vaut mieux agir contre le changement climatique, soit en réduisant les émissions, soit en s'adaptant, ou ne rien faire? Eh ben, ils le font très mal. Ils le font, c'est un économiste qui parle, je vous le rappelle, ils le font très mal. Ils le font en général en utilisant des analyses coûts-bénéfices. C'est-à-dire que finalement, une analyse coût-bénéfice, vous regardez les coûts versus les bénéfices d'agir contre le changement climatique ou de ne rien faire. Et puis, vous actualisez donc tout ça dans le temps. Et donc, vous utilisez un machin magique qui s'appelle le taux d'actualisation, qui vous permet de comparer des coûts et des bénéfices aujourd'hui à des coûts et des bénéfices dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40, 50 ans. Et en fait, dès que sur des problèmes de long terme,
comme peuvent être le changement climatique, même si encore une fois les effets du changement climatique ne se matérialisent pas dans 50 ans, mais c'est des problèmes qui s'inscrivent dans la durée. Et bien en fait, dès que vous utilisez un taux d'actualisation, en fait ce qui se passe dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, ça ne compte plus par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Et donc, en fait, la Terre s'arrête de tourner dans 50 ans, même pas mal, ça coûte pas très cher, entre guillemets, ça va être la réponse d'un économiste. Bon, sauf qu'au passage, si la Terre s'arrête de tourner, vous risquez peut-être de mourir. Mais c'est pas très grave, c'est dans 50 ans, donc finalement, le coût est relativement modeste. Voilà, donc c'est un peu la réponse des économistes. Évidemment, je caricature. Mais quand même, la philosophie est quand même assez proche de ça. Et en fait, encore une fois, quand on revient à des données un petit peu physiques et on se dit, voilà, on risque de se prendre 5 degrés en 200 ans versus les 5 degrés qui nous comparent des mammouths, on comprend qu'il y a quand même un problème. Voilà, c'est peut-être que les analyses coûts-bénéfices traditionnelles des économistes ne sont pas tout à fait adaptées à traiter le problème du changement climatique. Si la Terre s'arrête de tourner, entre guillemets, ça peut être très grave si on meurt au passage. Voilà, donc ça peut quand même, ça peut poser quelques problèmes à quelques individus, on va dire. Voilà. Agir contre le changement climatique, est-ce que ça peut stimuler la croissance économique? C'est ça, la réponse est oui. Et d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, je vous invite à lire une publication I4C de juillet 2020 qui s'appelle Relance, comment financer la transition énergétique. Et en fait, le parti pris qu'on a dans ce rapport, c'est qu'on peut faire de la relance économique en favorisant la lutte contre le changement climatique ou à minima en rattrapant le retard que l'on a pris dans la mise en œuvre de la stratégie nationale bas carbone. Et donc on a fait une proposition qui était une proposition ouverte à l'exécutif pour caler le plan de relance afin de faire de l'investissement public et privé et donc relancer entre guillemets la machine économique tout en rattrapant le retard qui avait été pris de façon lente mais certaine dans la mise en œuvre de la stratégie nationale bas carbone qui doit nous amener vers la neutralité carbone. Donc nous, notre vision, c'est qu'on peut le faire maintenant et que non seulement on peut le faire, mais il faut le faire. Et très honnêtement, sur ce qu'on a vu pour l'instant sur le plan de relance, en tout cas, on est plutôt content de ce qu'on a vu passer. Maintenant, le diable est dans les détails et il va falloir tenir dans la durée. La transition énergétique, c'est pas sur 2 ans, alors que le plan de relance est sur 2 ans. Donc la question à 100 roubles, c'est comment fait-on pour tenir dans la durée les investissements publics et privés qui vont être nécessaires et faire en sorte qu'on s'adapte et qu'on réduise les émissions de gaz à effet de serre. Merci beaucoup. Mais ça renvoie aussi à la question des financements verts. Hein. Donc la Caisse des dépôts est fortement engagée, mais il y a aussi toute la réflexion sur ce que doit être, quels sont les critères d'investissement, quels sont les critères des rentabilités qu'on doit retenir. C'est vrai qu'analyser un projet en intégrant des externalités environnementales, c'est pas la même analyse financière qu'un projet classique avec un TRI classique. Donc là, c'est tout l'enjeu d'examiner nos modèles d'analyse des investissements. Enfin, en tout cas, c'est un chantier interne au sein de la Caisse des dépôts, mais chez bien d'autres acteurs, j'imagine. Alors, il y a la question sur la coopération internationale. Alors, je vais poser ça à la table ronde. J'aimerais bien qu'on fasse un petit point sur l'application des accords de Paris. Est-ce qu'il y a des personnes autour de la table ronde qui pourraient dire 2 mots sur les enjeux de coopération aujourd'hui? Où est-ce qu'on en est après la COP Non? Aude, vous voulez dire quelques mots sur... Ou Benoît? Bon, je me lance. L'inaction de certains ne peut pas être un alibi, on va dire, pour ne rien faire. En tout cas, pas chez nous, puisqu'on a des objectifs, donc neutralité carbone, résilience au changement climatique, qui sont des engagements politiques. Je précise par ailleurs, puisque le sujet de la table ronde est quand même autour de l'adaptation au changement climatique, autant sur je vais me faire l'avocat du diable, hein, autant sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre, on peut toujours se dire ça coûte et on n'est pas sûr de ce que ça rapporte. L'adaptation au changement climatique, quelque part, c'est un peu notre intérêt bien compris de faire quelque chose pour éviter de se prendre une grosse pilule, si vous me permettez ce français un peu approximatif. En tout cas, on a un intérêt bien compris pour gérer les risques, assurer notre développement durable, c'est-à-dire dans le long terme, comme le disait Louis, éviter l'ingérable et gérer l'inévitable. Enfin, quelque part, c'est notre responsabilité, c'est notre intérêt propre. Ce que fait le voisin, à la limite, là-dedans, soyons très cyniques, ça compte pas beaucoup. Ça compte pas beaucoup. En même temps, on se dit que le climat est un enjeu mondial. Je veux dire, on est tous sur la même planète. Et donc, la coopération semble indispensable. Oui, mais ce qui va se passer en Floride, ça n'empêche pas Paris d'agir. Voilà. C'est ça, en gros. Tu as soulevé, Isabelle, la question des climato-sceptiques.
pour essayer de la lever, non pas une fois pour toutes, parce qu'il y a des gens qui ne pourront jamais la lever, mais il y a un bon rapprochement qui est à faire. J'ai suivi un séminaire d'agnotologie. L'agnotologie, c'est la science d'apprendre aux autres des choses fausses, qui était organisé par Étienne Klein. Et il se trouve qu'on retrouve les mêmes méthodes, mais aussi les mêmes personnes qui ont été successivement défenseurs de l'amiante, défenseurs de la cigarette et défenseurs des théories climato-sceptiques. Donc les processus sont toujours les mêmes. Par exemple, si on prend le climat, on va vous dire oui, bien sûr, peut-être que le climat, il y a peut-être un truc, une tendance au réchauffement, même si aujourd'hui il ne fait pas très chaud. Mais déjà là, c'est un des premiers éléments qu'on utilise, c'est-à-dire rapprocher la météo et le climat, ça n'a aucun rapport. Et puis, mais on n'est pas tout à fait sûr. Il faudrait peut-être une étude complémentaire pour voir vraiment une étude qui se déroulerait sur 10 ou 15 ans pour qu'on ait vraiment une perspective intéressante. Ce qui veut dire que dans 10 ou 15 ans, votre risque d'inaction ne pourra pas être taxé. Vous ne pourrez pas être condamné pour n'avoir rien fait, parce que si vous avez lancé une nouvelle étude, c'est que vous n'étiez pas sûr. Si vous n'étiez pas sûr, vous ne pouviez pas agir. Donc le simple fait qu'on retrouve les mêmes acteurs dans les mêmes rôles, avec les mêmes discours, j'ai choisi ces trois-là, hein, on pourrait trouver plein d'autres exemples, mais en tout cas, l'amiante, la cigarette et le climat, ça montre bien quel est le crédit qu'on peut leur accorder. Je vous recommande à tous de fumer abondamment pour bien vous porter. Merci beaucoup. Revenons peut-être sur les enjeux territoriaux, puisque le climat se vit dans les territoires. Donc on a eu la présentation très claire de Julie sur la manière dont Paris envisage de répondre aux enjeux de chaleur, d'inondation, avec toutes les implications en termes d'action que cela génère. Aude, peut-être, est-ce que vous pourriez nous donner un exemple, par contre dans le rural, parce qu'on a vu la carte avec les territoires impactés par le changement climatique. Est-ce que vous avez dans les travaux que vous avez menés, vu des actions territoriales en milieu rural ou plutôt dans les petites villes qui étaient assez remarquables? Les petites villes n'ont pas fondamentalement des problèmes différents des grandes villes, sauf que c'est l'ampleur de ces éléments qui peuvent être un peu différents. Donc, une petite ville peut avoir des problèmes d'îlots de chaleur urbain, tout dépend comment elle a été conçue à la base. Et des problèmes d'inondation, que ce soit par ruissellement ou par crue, s'il y a un cours d'eau à proximité. Alors les territoires ruraux, on pense beaucoup à l'agriculture. Alors, je vais peut-être bifurquer plus vers le sectoriel, mais on voit des secteurs comme la viticulture qui se sont emparés du sujet. Et alors, eux qui sont très très encadrés, puisqu'il y a des appellations contrôlées pour les vins, et donc envisagent de faire évoluer les cahiers des charges derrière certaines appellations. Ça peut être pour modifier des pratiques, ça peut être pour planter des nouveaux cépages qui seront plus résistants à la sécheresse. Et ça, à ma connaissance, quasiment tous les vignobles se sont peu ou prou intéressés au sujet. Donc ça ne relève pas de la collectivité elle-même, si ce n'est que quand même, il y a des enjeux économiques derrière. Certaines collectivités, si les vignes disparaissaient aux alentours, ça serait tout un pan de leur économie qui disparaîtrait avec, le tourisme qui va avec, etc. Merci beaucoup. Donc, question adressée aux auditeurs. N'hésitez pas, comment on les appelle, les internautes, les participants. En tout cas, n'hésitez pas à faire remonter des questions. Elles m'arrivent et donc je peux les poser aux intervenants. Revenons peut-être donc aux différents chantiers que tu as listés, Benoît. J'ai trouvé que les 7 chantiers étaient bien décrits, avec des entrées plus sectorielles ou plus par risque. Moi, ça m'intéresserait peut-être que tu nous dises quelques mots sur les prospectives à l'œuvre sur certaines filières. Est-ce que tu as connaissance de filières industrielles qui pensent cette question d'adaptation de manière organisée et vraiment avec de l'anticipation?
Oui, alors je vais essayer de donner deux exemples que je connais. Alors, le premier exemple, c'est plutôt un exemple territorial. C'est la région Nouvelle-Aquitaine qui a mis en place, alors je ne sais plus comment ça s'appelle, Aude, soulage ma mémoire, c'est Acclimatera maintenant, non, ou c'est Néoterra? Je sais, enfin bon, bref. Qui a mis en... Néoterra, je crois. Néoterra, oui, qui a mis en place finalement une démarche régionale, une démarche au niveau d'un territoire pour penser l'adaptation au niveau d'un territoire. Parce qu'en fait, l'intuition de la région, c'était qu'il y allait avoir des déplacements d'activité économique. Typiquement, on pense sur le monde agricole, par exemple, on pense évidemment à la viticulture, on pense au maïs. C'est peut-être des cultures qui ne seront plus possibles ou plus possibles de la même façon dans 10, 20, 30, 40, 50 ans. Et derrière le maïs ou le vin, il y a également des emplois induits dans les secteurs aval. Et donc, il faut penser, disons, ces différentes modifications qui arriveront à un moment. On ne sait pas trop quand, mais elles arriveront à un moment. Donc, la région Nouvelle-Aquitaine s'est posé la question. Il y a eu 2 rapports, un en 2013 sur le périmètre ancienne Aquitaine, et un deuxième en 2018, si ma mémoire est bonne, sur le périmètre Nouvelle-Aquitaine, donc qui va quand même de la frontière espagnole à Poitiers. Donc, c'est quand même un peu une mini-France. Et donc, c'est très intéressant de ce point de vue-là, de voir comment le territoire a été un petit peu mis en tension, le territoire et ses acteurs économiques, par la région, et évidemment les scientifiques, emmenés par Hervé Letreux, donc climatologue bien connu, j'imagine, du grand public. Deuxième exemple, alors peut-être qui peut sembler un peu plus anecdotique. Je suis champenois d'origine et il y a une industrie évidemment du champagne en Champagne, mais il y a surtout une industrie de déshydratation de la luzerne. Et il se trouve que la luzerne, c'est très anecdotique, mais c'est un truc qui sert notamment pour l'alimentation des ruminants. Donc eux, ils sont évidemment sous tension parce qu'il y a une question de transition de l'élevage, etc., qui peut les impacter. Mais il y a également des questions d'impact du changement climatique sur leur activité. Et donc, ils se posent des questions de c'est quoi la luzerne à horizon 2030, 2040, 2050. Pareil, des démarches prospectives pour anticiper, essayer de comprendre quelles vont être les évolutions, comment leur métier peut être impacté à la fois par la transition vers une économie bas carbone, mais également par un changement climatique qu'on sait maintenant inéluctable. Donc ça, c'est le type de démarche qui me semble, c'est des démarches prospectives. C'est pas tellement faire des scénarios en se disant voilà ce qui va se passer, point barre. C'est plutôt comment on réagit si, 3 petits points, et encore une fois, mettre toute évolution adverse ensuite derrière les 3 petits points qui pourraient survenir et qui ne manquera pas de survenir, mais on ne sait pas trop quand. Oui, tu as peut-être également des exemples sur les projets que tu as pu voir. Je pensais notamment au programme Architecture et Paysage du mécénat. Est-ce qu'il y a des choses sur les techniques qui évoluent? Alors oui, il y a beaucoup de choses qui évoluent, notamment, mais on est un petit peu plus loin de la ville, puisque ce sont les techniques d'agroforesterie, par exemple, qui sont des techniques... En fait, c'est très curieux. La manière dont on a abordé l'agriculture... depuis, on peut dire pratiquement depuis le Moyen-Âge, ça a été il y a 2 choses qui sont dominantes. La première chose, c'est qu'en hiver, on ne voit que du sol. Et quand on ne voit que du sol, il n'y a qu'un endroit où on ne voit que du sol, c'est le désert. Donc on peut dire que le modèle de l'agriculture en hiver, c'est le désert. Et ensuite, c'est d'avoir une seule culture quelque part. Comme si une seule culture allait mobiliser à la fois les insectes pollinisateurs, aller mobiliser les différentes couches de sol et de sous-sol. Et on voit bien que petit à petit, on va vers un épuisement. Et ce sont des travaux qu'on a vu remonter. Ce qui est certain, c'est que plus on a une complexité écologique, plus on a de hauteurs différentes, cultivées simultanément, de combinaisons d'animaux et de plantes, c'est bien ça la question de la biodiversité, et non pas seulement la question du végétal, plus on a une efficacité, on a tout simplement efficacité au mètre carré de production agricole. On a vu ça, et puis on a vu aussi comment les travaux de restauration des parcs et jardins qui ont pu être conçus en même temps que les grands ensembles, combien leur remise en état, parce qu'ils ont souvent été conçus avec soin, mais entretenus un peu n'importe comment, et comment les faire évoluer dans leur gestion et les restaurer dans leur qualité initiale peut augmenter l'attractivité des logements qui donnent sur ces parcs et jardins. La valeur de ce qu'on voit par sa fenêtre, elle existe. Ça rapproche de la valeur hédonique dans laquelle on attribue une valeur à la fois à la surface d'un logement, à son équipement sanitaire, à son économie d'énergie, à sa proximité au transport en commun et au rapport à la végétation, à la nature, qu'on a senti encore beaucoup plus fort pendant la période de confinement.
Merci beaucoup, justement, cette référence à la période de confinement. Merci, Louis. Ça permet en fait d'introduire la question que je viens de voir passer, donc qui s'adresse plutôt à Julie. La ville de Paris a-t-elle observé des changements avant, après le confinement? Et quelles leçons à retenir? Donc, quelles évolutions avons-nous pu observer du fait de l'arrêt de l'activité? Et est-ce qu'il y a des choses que vous allez souhaiter ou maintenir ou essayer de maintenir? Oui, bien sûr, il y a plein de choses évidemment qui ont pu être observées sur plusieurs plans et de façon positive et de façon très négative. Mais après, je pense que c'est pas forcément particulier à Paris, mais enfin, on a vu effectivement ce qu'on appelle la biodiversité, hein, donc et globalement en fait les animaux reprendre un peu plus de place dans l'espace public ou même sur les bâtiments. Il n'y a jamais eu autant de nids, de pigeons ramiers et de corneilles sur les toits. En fait, ils ont pris beaucoup plus leur aise parce qu'on n'était plus là pour les déranger, pour les chasser. Pareil au niveau de la Seine, des berges et du canal Saint-Martin notamment, où on a eu même une naissance de je sais pas comment on appelle ça, des bébés cygnes. Donc on a eu tout ça qui est très poétique, très sympathique. La biodiversité comme on l'aime, qui vient parce qu'évidemment on parle pas des rats, on parle que de ce qu'on aime bien. Mais en fait il y a aussi tout un tas d'autres conséquences évidemment, mais encore une fois qui sont pas propres à Paris, hein, mais qui sont les inégalités sociales. Qui ressurgissent encore davantage, la pauvreté qui s'accroît, des conséquences il y en a à tous les plans et elles peuvent être négatives, elles peuvent être positives pour certaines. Après c'est effectivement comment est-ce qu'on fait derrière une fois qu'on déconfine pour garder au moins le positif. En fait c'est compliqué parce que on est reparti aussi vite comme avant le 16 mars et on a repoussé les animaux, on a tout recoupé, on a essayé effectivement de garder peut-être une façon d'entretenir les espaces, justement les espaces verts, donc les parcs, etc., un peu plus peut-être de façon un peu moins psychorigide, quoiqu'à Paris on commençait déjà un petit peu, je ne sais pas si vous avez déjà vu pour ceux qui sont parisiens, mais au niveau des pieds d'arbres à laisser un petit peu tout fou, ce qui plaît pas toujours à tout le monde, c'est curieux parce que ouais, mais c'est bon, ça gêne pas trop en fait. Même si esthétiquement ça peut ne pas plaire, mais enfin bon, c'est pas non plus incroyable comme conséquence sur son quotidien. Mais donc voilà, peut-être aller plutôt vers ça et se dire que les gens aussi vont s'habituer à ça et puis du coup accepter et puis le paysage de la ville peut changer un peu et c'est pas si grave en fait. Merci beaucoup. Peut-être pour continuer sur ce qui a été observé pendant le confinement, alors je ne sais pas si vous avez des chiffres en tête, mais en termes de pollution de l'air, il y a des grands écarts? Oui, il y a des grands écarts. Ouais. J'ai pas les chiffres en tête, mais c'est assez incroyable évidemment, parce que Merci beaucoup en tout cas à vous tous de vous avoir écoutés. Merci beaucoup à tous en tout cas et merci aux intervenants. Merci. Merci.